Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la pile, épisode 19. C'est l'été, mais les vidéos ont repris et il y a encore pas mal de jeux à débriefer aujourd'hui. On va notamment parler de l'éléphant dans la pièce, Arx de Colwerle. C'est le jeu dont tout le monde parle et je vais moi aussi vous donner mon avis. Dans les gros jeux, il y aura aussi Stupor Mundi, on aura du coop ou du plus familial avec Defenders of the Wild et Perché. Et enfin, un jeu d'ambiance de chez Yellow, Casque Shake Shack. Mais avant ça, comme d'hab, quelques mentions honorables, quelques jeux qui ne figurent pas dans le classement mais dont j'ai quand même envie de vous parler. La pile épisode 19, c'est parti. Avant de commencer, j'espère que vous n'avez pas oublié la boutique partenaire de la chaîne Golden Meeple. Ça se passe sur goldenmeeple.be, mais aussi sur leur Discord. Je vous mets un lien dans la description pour rejoindre leur Discord. C'est vraiment the place to be si vous voulez pas louper tous les imports qui récupèrent des jeux importés des États-Unis, des jeux importés du Japon ou de Corée, des jeux qu'on peut pas trouver ailleurs. Et chaque semaine, on déniche des nouvelles pépites ensemble. On échange en plus sur nos retours d'expérience. Évidemment, c'est pas parce qu'un jeu vient d'ailleurs ou est plus difficile à trouver qu'il est meilleur, mais parfois on retrouve un vrai vent de fraîcheur sur ces jeux importés. Et ce qui est chouette aussi, c'est le côté social, l'échange ensemble sur le Discord, où on repère ensemble quelles pépites se cachent dans ce flot d'importation. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vraiment ça vaut la peine. Par contre, ça risque de vous faire acheter quelques jeux, mais ça je décline toute responsabilité. Je rappelle que je touche aucune commission sur les ventes. Et d'ailleurs, dans les mentions honorables qui précèdent cette pile, il y a un jeu qui vient enfin d'arriver en version française, Seven Yokai, mais que j'avais d'abord repéré sous le nom Yokai Septet, grâce à Golden Meeple justement. Et Yokai Septet, c'est probablement le meilleur jeu de pli par équipe de tous les temps. Vraiment, à 4 joueurs, c'est une pépite incontournable, c'est exceptionnel. Il y a un mode 3 joueurs que j'ai jamais essayé. Il y a aussi une variante à 2 joueurs que Matago a eu la bonne idée d'inclure dans la boîte via un QR code. Donc Seven Yokai, c'est l'édition française de Yokai Septet, un jeu de pli absolument incontournable. Et vraiment, même si vous n'aimez pas les jeux de pli, vous devez essayer ce jeu-là. Il y a une tension exceptionnelle. C'est un jeu dans lequel on essaye de récupérer les cartes de valeur 7 des adversaires ou de son partenaire. Et il y a une tension incroyable parce que à la fois on veut faire des plis pour récupérer ces 7, et en même temps si on arrive à 7 plis sans savoir récupérer 4 des 7, eh bien c'est l'autre équipe qui l'emporte. On pêche par excès d'orgueil, entre guillemets, on a fait trop de plis et c'est l'autre équipe qui va marquer des points. Donc on veut faire certains plis, surtout pas tous. Quand on a la main, on veut à certains moments la perdre, mais au risque que les adversaires en profitent pour récupérer un set à leur tour. Vraiment, même si vous pensez ne pas aimer les jeux de plis, essayez Seven Yokai. Ce qui est génial, c'est que maintenant, grâce à Matago, il coûte quelque chose comme 12 €. D'ailleurs, il fera partie des lots de la tombola de soutien rue du jeu. Donc n'hésitez pas à aller sur ko-fi.com/rue du jeu. Dans l'onglet Request, vous retrouverez la tombola. À partir de 5 €, vous pouvez participer et gagner ce jeu-là, plus plein d'autres. Il y a Arx dans les lots de la tombola, il y a Stupor Mundi, etc. Donc il y a vraiment du très très lourd à gagner. C'est seulement 5 € pour participer. Ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne, ça m'aide à me rendre dans des événements, à investir dans du matériel. Merci d'avance à toutes celles et ceux qui pourront me donner ce petit coup de pouce financier. Donc Seven Yokai, c'est vraiment un incontournable. On n'est pas fan du choix de la couverture. C'est vraiment le yokai, donc l'esprit farceur japonais, le plus moche qu'ils ont choisi pour illustrer la boîte. Mais par contre, à l'intérieur, vraiment, les illustrations sont très jolies. Et pourtant, la barre était assez haut, parce que les illustrations originales sont magnifiques. Mais Maxime Merceau a fait vraiment un super taf d'illustration. Le jeu est nickel avec sa règle d'origine. C'est tout ce qu'on lui demandait. Donc vraiment, Matago a fait du super taf. C'est génial de voir arriver ce jeu en version française. Et vraiment, ruez-vous dessus. Vraiment, achetez-le. Vraiment, ça vous coûte 12 balles. Faites-moi confiance. Achetez-le, essayez-le. Je l'ai fait essayer à des personnes qui pensaient ne pas aimer les jeux de pli, comme Pénélope, par exemple, de la chaîne Pénélope Gaming, que je salue. Et elle a beaucoup aimé, me semble-t-il. Donc vraiment, foncez. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Achetez-moi ça par palette chez Golden Meeple, tant qu'à faire. Dans les mentions honorables, il y a aussi Split Stories de chez Pixie Games et Je suis d'ailleurs. C'est un jeu d'enquête en 2 équipes coopératifs dans la veine d'un perspective, par exemple, ou encore d'un avant-après. Les jeux d'enquête, c'est un genre qui est vraiment très populaire, et moi, je suis pas particulièrement friand
de ce genre-là, c'est pas des sorties que je vais surveiller. Néanmoins, j'ai reçu celui-là en copie presse, et je remercie Pixie Games pour ça. Et on l'a essayé avec Maude, mon épouse, qui est déjà un petit peu plus friande de ce genre d'expérience, et on a trouvé que ça faisait très bien le taf. C'est tout ce qu'on demande à un jeu d'enquête coopératif de ce style. Donc comme dans Perspective, vous avez chacun un livret. Vous ne pouvez pas montrer le contenu de ce livret aux autres. Il y a un paravent qui vous sépare. Par contre, vous pouvez communiquer librement avec les personnes de l'autre côté du paravent pour partager des informations, prendre des notes, réfléchir ensemble à des théories, etc. Il y a 4 scénarios dans cette première boîte qui sont chacun dans des décors différents. Il y a un premier qui s'appelle L'évasion, qui sert un petit peu d'introduction, qui dure 15-20 minutes. Et puis il y en a un dans un univers spatial, un autre à Mexico avec une ambiance un peu plus policier. Il y en a un à la fin du 19e siècle à Paris avec une thématique plutôt médium, spiritisme, etc. Donc les univers sont variés, les illustrations sont riches, il faut bien observer dans tout le livret à la recherche d'indices. Il y a des codes à décrypter, ce genre d'énigmes coopératives. Ce qui est intéressant, c'est que ça se joue dès 2 joueurs ou joueuses, ce qui est pas trop le cas d'un Perspective. Par exemple, j'ai entendu dire, je l'ai jamais essayé, mais j'ai entendu dire que c'était plus intéressant à plus nombreux que 2. Ici, c'est vraiment pensé dès 2 joueurs. Et si on est plus, on se répartit en 2 équipes, chacune avec un livret. Donc, ça peut aussi marcher à 4, pour avoir 2 cerveaux de chaque côté. On a essayé 2 des 4 scénarios. Pour moi, c'est bien écrit. Il y a une ambiance intéressante dans des dialogues où on doit à tour de rôle se passer la réplique. On a chacun nos répliques à prononcer, du coup on fait un dialogue en ping-pong comme ça. On a aussi des choix à la fin des scénarios à réaliser. Ça se joue avec un site internet sur lequel on rentre les réponses pour avoir la validation à la fin, mais c'est très peu intrusif, c'est pas du tout comme un unlock par exemple. On est vraiment scotché avant tout au papier, aux infos qu'on a sous les yeux. Même si vous êtes allergique aux applications, il n'y a vraiment aucun souci. Et donc c'est un jeu d'enquête dans son genre qui fait le taf. C'est le premier d'une longue série, donc si vous aimez ce style, si vous aimez aussi le prix qui est un petit peu plus réduit du fait du packaging un petit peu plus modeste, on est sur un jeu à 18-20 euros. Vous pouvez y aller, c'est du bon matos. On se retrouve avec Mia pour 2 mentions honorables. Donc Mia, t'as quel âge encore toi ? 5 ans et demi. Et ce qui est chouette, c'est que des fois, les éditeurs pensent à toi aussi. Ils envoient des jeux pour qu'on y joue ensemble tous les 2. On va commencer par celui-là, tu nous le montres ? L'île des Mookies. L'île des Mookies, un jeu de Florian Siriex que j'avais pu croiser à Paris et Ludique, qui nous avait expliqué tout le processus de création du jeu. Donc c'est un jeu qu'il a créé pour son fils. Et c'est un jeu qui avait un thème Pokémon à la base, parce qu'on collectionne des petites créatures. On fait 2 piles de cartes et on pioche à chaque fois une carte. Et puis les cartes, elles ont 2 côtés différents. Il y a aussi des cartes brillantes qui valent des étoiles. Sur les cartes, il y a des badges. Des badges. C'est un jeu de majorité. On essaye tout simplement, dans chaque famille, d'être devant son adversaire à la fin de la partie. Et il y a des araignées qui font part des badges. Celui qui en a le plus à la fin part des badges. C'est un jeu où on peut se faire un petit peu des crasses avec les araignées. Il y a aussi un petit peu de mémoire, parce qu'il faut essayer de se souvenir combien de badges a son adversaire pour le dépasser juste d'un petit peu, parce que c'est de la majorité. Si on dépasse que d'un seul, on gagnera le badge et les points qu'il nous donne. On n'a pas besoin de le dépasser énormément. Moi, ce qui me plaît, je trouve que c'est chouette qu'on s'est inspiré de quelque chose pour refaire quelque chose après qui est encore plus chouette. Les cartes brillantes, ça m'intéresse un petit peu. C'est chouette d'avoir un petit peu des jokers. Donc en fait, on se bat un peu pour avoir les badges. Et est-ce que tu as aimé les illustrations, les dessins ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'elles sont jolies. Elles me rappellent aussi un peu les Pokémon. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à gagner ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu sais y jouer contre moi ? La première partie que j'ai fait, j'ai donné trop d'araignées à mon papa et c'est lui qui a gagné. Donc après, j'ai compris que je devais y aller plus doucement avec les araignées. J'ai pris plus de cartes et j'ai aussi donné un peu d'araignées à mon papa. Voilà, il faut donner un certain nombre de cartes, mais ça sert à rien dans toutes les donner. Il faut donner juste un tout petit peu pour être dans la majorité par rapport à son adversaire, ou dans le cas des araignées, pour que ça soit lui qui se prenne le malus des araignées. Et en plus, il y a un poster dans la boîte. Il y a un poster où on peut choisir des noms et les écrire pour les Mookies. On a un poster avec tous les Mookies de dessiner et tu peux choisir à la fin de chaque partie, parmi les Mookies que tu as capturés, tu peux leur donner un nom. On peut même donner un nom à l'araignée.
Toi, tu as déjà commencé à le compléter, mais tu as encore du travail. Oui. Nidorina, ici. C'est un nom de Pokémon, ça, t'as copié. Oui, j'ai copié. Ibuluminique. Ibuluminique, un Mookie de type lune. C'est vrai que ce petit plus éditorial du poster, il est vraiment chouette, d'autant plus dans un jeu qui coûte 11-12 € de mémoire. Donc c'est juste un paquet de cartes, c'est immédiatement mis en place. Et on peut se raconter des histoires pour prolonger l'univers du jeu après. Je trouve que celui qui l'a fait l'a vraiment très bien fait. Et bah bravo à Florian Siriax alors. Ok, ensuite un jeu de chez Studio H. Tulico. Donc Tulico, c'est un jeu de Jérôme Soleil et de Nicolas Mellet, illustré brillamment par Maud Chalmel. C'est un jeu de placement de tuiles. On va faire glisser des tuiles dans une espèce de dispositif central. À chaque tour, on va piocher une tuile de sa pioche et l'insérer dans le petit dispositif. Et en fonction de comment on fait glisser, on va récupérer une autre tuile associée à un symbole. Donc il y a 4 couleurs de tuiles et il y a 4 symboles qui sont sur notre plateau personnel. On va devoir placer la tuile qu'on a récupérée sur le symbole qui correspond. Au fur et à mesure, on va faire des paysages. Si on associe des tuiles de différentes couleurs, on va placer des rivières. Et si on associe des tuiles de couleurs identiques, on va pouvoir placer des jetons animaux. Le but du jeu, c'est une petite course, c'est d'avoir placé le plus vite possible tous ces jetons animaux et toutes ces rivières, sachant qu'en plus, il y a plein d'objectifs différents qu'on peut réaliser pour avancer plus vite dans cette course, se débarrasser plus vite de ces jetons. Il y a plusieurs objectifs à faire. Il faut mettre, par exemple, du vert, un bleu, un rose. Voilà, il y a un objectif de couleur à agencer d'une certaine façon. Un objectif qu'une seule personne peut faire. Recouvrir toutes les cases d'un symbole. Ça, c'est le seul objectif sur lequel il y a une course, sachant qu'il y en a une pour chacun des symboles. Ça, c'est le truc qui m'a un petit peu gêné, c'est qu'il y a beaucoup d'objectifs à faire, hein. Il y a les 4 objectifs de symboles, un de couleur, un de rivière et un de forme. Donc on se retrouve avec 7 objectifs à faire. Et pour moi, il y a un peu trop de trucs dans tous les sens. D'autant plus qu'il y en a certains sur lesquels il y a une course, mais sur la plupart, il n'y en a pas. Donc on n'est pas obligé de se dépêcher pour les faire. Donc pour moi, j'avais l'impression que quoi que je fasse, c'était intéressant. Et donc du coup, c'était pas très tendu. C'est assez facile de bien jouer. C'est un jeu qui est familial, qui est satisfaisant, qui est fait pour qu'on soit pas frustré, parce qu'à tous les tours, normalement, on va faire quelque chose qui nous intéresse. Parfois aussi, on se trompe pour ces objectifs-là. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi 4 objectifs. Par exemple, 3 bleus. Le bleu, on peut faire glisser une tuile, la tuile qu'on prend, on peut la faire glisser pour avoir la tuile qu'on voulait avoir. C'est vrai qu'on peut aussi débloquer des pouvoirs spéciaux dès qu'on a 3 tuiles d'une même couleur. Si on est le premier, là aussi une petite course, on va pouvoir débloquer un pouvoir spécial à usage unique. Donc ça fait vraiment encore 4 nouveaux objectifs de collecte de tuiles de couleurs qui viennent s'associer aux 7 objectifs qui étaient déjà là. Donc presque des fois on oublie, je trouve, de récupérer. Ah oui, en fait j'avais 3 bleus, je pouvais récupérer ce pouvoir spécial là. Chaque couleur a des pouvoirs spéciaux uniques, donc ça fait pas mal de trucs à intégrer. Et ces pouvoirs, ils permettent vraiment de faire ce qu'on veut. Ils ont un peu tous la même finalité. La même un qui nous permet de réaliser un objectif d'office. Ça fait beaucoup de trucs à faire et en même temps peu de contraintes pour y arriver. Donc au final, quoi qu'on fasse, on avance. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu trop facile, un petit peu pas assez contraignant. Toi, est-ce que ça allait? Il y avait trop de trucs à faire ou tu t'y retrouvais? Non, je m'y retrouvais. À part un moment, j'ai oublié de mettre mes 2 rivières. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses quand même à penser. À chaque fois qu'on pose une tuile, on doit vérifier plein de choses. Qu'est-ce que tu penses du système de récupération des tuiles? Je trouve que c'est quand même bien parce que ça, c'est quand même assez compliqué parce qu'on se dit, ah oui, mais moi, j'ai besoin d'un rouge, mais pas sur une spirale. J'ai besoin d'un rose, mais pas sur un soleil. Et je trouve que c'est difficile, mais aussi très facile de faire les objectifs. Pour moi, ce système de prise de tuiles, il est un peu inutilement alambiqué. Il y a un gros dispositif logistique avec 4 tuiles visibles, une au milieu qui est cachée, etc. Tout ça pour au final faire du draft de tuiles, du draft ouvert et récupérer la tuile qui nous intéresse ou essayer de bloquer l'adversaire sur l'association des symboles. Je trouve que c'est un petit peu complexe de commencer à se figurer « Ok, je fais glisser cette tuile-là maintenant et au prochain tour, je pourrais récupérer l'autre, l'associer à tel symbole, etc. » Pour moi, c'est pas très intuitif. Et il y a un autre truc qui est contre-intuitif, c'est que la tuile qu'on pioche, on ne peut pas la poser sur son plateau. On doit l'insérer et on ne la récupérera que après
Donc ça c'est aussi un petit peu bizarre. Oui, en fait, on s'en fiche un peu de la couleur, mais ça, en fait, c'est pour ça que la pile là, en fait, elle n'a pas vraiment d'importance, juste pour faire glisser les tuiles. Ça, je trouve que c'est quand même important. Toi, Tulico, c'est un jeu que tu as apprécié? Et je trouve qu'en fait, Tulico, c'est un petit peu la même chose qu'Harmonie. Mm-hmm. Et qu'ils sont tous les deux bien. C'est des jeux où on doit réfléchir. C'est des jeux faciles, c'est des jeux familiales aussi. Familiaux, ouais. Familiaux, oui. Qui sont tous les deux très très bien. Moi, je préfère Harmonie. Je trouve son casse-tête un peu plus intéressant. C'est un petit peu plus fluide dans la manière de récupérer les éléments à son tour. C'est-à-dire que on récupère des éléments, hop, on les place sur notre plateau. Ici, c'est vraiment en 2 temps. On pioche une tuile, on fait glisser, on récupère la tuile qu'on a éjectée du dispositif. Ça m'a semblé être beaucoup de manipulation pour pas grand chose. Et voilà, le fait qu'il y a vraiment au total 11 objectifs différents, moi je m'y perds un peu, j'aurais aimé un peu plus de simplicité. Je peux dire qu'il est très joli et à l'intérieur aussi, je peux dire aussi que c'est un jeu comme l'île de Moutier, que j'ai trouvé ce jeu-là vraiment, vraiment très bien fait. Moi j'aurais aimé ressentir un petit peu plus l'aspect course. C'est un jeu qui est pas déplaisant, mais qui me procure pas des sensations très fortes et des émotions qui m'impliquent vraiment dans la partie. Allez, il fait beau, j'en profite pour tourner la pile proprement dite à l'extérieur dans mon jardin. On va commencer avec Stupor Mundi qui m'a été envoyé par Pixie Games pour sa version française. C'est chez Queenot Games en VO. C'est un jeu de Nestor Mangone, passé comme souvent avec Queenot Games par Kickstarter, qui est un jeu avec un matériel assez imposant. On a plein de petits éléments en 3 dimensions, en bois pour construire son château. C'est un jeu qui prend pas mal de place parce que il y a plusieurs zones avec lesquelles on va pouvoir interagir. C'est un jeu de gestion dans lequel on va commencer à son tour par éventuellement déplacer son bateau. On a une espèce de petite rondelle d'action, d'emplacement en tout cas, où on peut réaliser des actions. Il va falloir planifier le déplacement de son bateau, idéalement, parce qu'on peut le déplacer gratuitement d'une case par tour, et si on veut le déplacer plus dans le sens des aiguilles d'une montre, il faudra payer des pièces d'or. On a aussi des pistes d'un autre côté du plateau, où il y a 3 lignes différentes avec des compétences différentes qui ont été tirées aléatoirement en début de partie. Et on va devoir choisir les lignes dans lesquelles on progresse. Ce qui est intéressant, c'est que ces compétences, on n'en bénéficie que tant que notre pion est situé dessus. Si on choisit de progresser sur la piste, on va abandonner une compétence qu'on avait précédemment. Il y a aussi notre plateau personnel sur lequel on va faire un petit placement de cartes. On a différentes colonnes qui sont chacune associées à des symboles d'action et on a une petite main de cartes qu'on va gérer petit à petit. Quand on pose une carte, on va choisir entre la jouer face visible, ce qui va nous donner l'effet tout simplement qui est indiqué sur la carte. On va évidemment pouvoir acquérir de nouvelles cartes au fur et à mesure de la partie. Et on peut aussi choisir de poser la carte face cachée. À ce moment-là, on va regarder les symboles qui sont pointés par les lances de nos soldats et on va pouvoir choisir une de ces 2 actions. On peut également débloquer une amélioration qui nous permettra de comboter et de réaliser les 2 actions vers lesquelles pointent ces lances. Et enfin, la dernière zone de jeu vraiment importante, et c'est celle qui fait l'originalité du jeu finalement, c'est le château d'une espèce de joueur neutre. C'est Frédéric II, le Saint-Empereur, qui est au cœur du thème du jeu. Et au fil de la partie, on va, lors des décomptes, se comparer à ce joueur neutre. On va soit lui prêter allégeance et essayer d'être comme lui, voire d'être inférieur à lui dans toute une série de critères, dans les personnages qu'on recrute, dans l'influence qu'on a sur les pistes, etc. Ou à l'inverse, on va être dissident et on va essayer de le surpasser, d'avoir un château plus grandiloquent que le sien, d'avoir plus d'éléments à sa couleur sur le plateau, etc. Ce qui est intéressant, c'est que les joueurs vont avoir une incidence sur le développement de ce Frédéric II quand ils vont réaliser des décrets. Ils vont pouvoir ajouter ou enlever des éléments à la couleur de ce joueur neutre. Ils vont pouvoir le faire avancer ou reculer sur les pistes, etc. à leur choix à chaque fois, évidemment. Donc on va non seulement activer ces décrets pour aller dans notre sens en fonction des scorings des personnages qu'on a recrutés, mais aussi pour bloquer les autres. Et dès qu'un adversaire s'engage dans un type de décompte, on va tout faire pour
activer des décomptes qui vont l'entraver dans son développement. C'est là qu'il y a une espèce de course indirecte au décret qui s'engage en fonction du tirage, sachant qu'on a aussi une visibilité sur ce qui va arriver par après, et donc on peut vraiment planifier les moments où le tempo va être central, les moments où il y aura un vrai enjeu dans l'activation de ces décrets. Stupor Mundi, j'ai pu constater qu'il enthousiasmait vraiment beaucoup de monde, et c'est vrai que ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il y a plus d'interactions que dans la majorité des Eurogames actuels qui sortent sur le marché. Néanmoins, moi, ce qui m'a un petit peu gêné, ce qui m'a un peu moins intéressé dans ces choix interactifs-là, c'est qu'ils étaient assez linéaires. C'est-à-dire que quand il s'agit d'activer un décret, on va toujours procéder un petit peu par défaut. On va très vite voir le moyen qu'on a d'entraver nos adversaires. On va très vite voir les choix qui sont plus opportuns pour nous renforcer nos positions. Et donc, on va aller vers ces choix-là un petit peu par défaut, un petit peu de manière assez logique. Le design du jeu est vraiment solide et on reconnaît la patte de Nestore Mangone dans plein d'éléments typiques des Eurogames qui sont très lisses, très fonctionnels. L'édition resplendit également, l'esthétique est vraiment de très bonne facture, tout le côté médiéval est extrêmement bien représenté. Mais ça a un petit peu manqué pour moi sur mes premières parties d'excitation. Ce que j'ai le plus apprécié dans le jeu, c'est les choix autour du placement sur le plateau personnel. Quels emplacements de cartes je vais recouvrir, comment est-ce que je me laisse une opportunité de récupérer cette carte qui après va me permettre d'activer cette icône, etc. Les pistes sont plutôt intéressantes également. Maintenant, j'ai trouvé toute la partie bateau, gestion du bateau, etc. un petit peu superflue. J'ai trouvé qu'elle avait rarement beaucoup d'implications puisque finalement on peut se déplacer à chaque tour d'une case gratuitement. J'ai trouvé ça assez rare que le bateau soit vraiment un enjeu qui crée vraiment des dilemmes importants. Donc c'est un Eurogame tout à fait recommandable qui fonctionne bien à 2 ou à 3. À 4, ça devient un peu long, le temps d'attente peut être assez lourd et la lecture des enjeux de chacun au moment de choisir quel décret, enfin comment je vais activer tel décret peut être assez lourdingue à évaluer, à qui est-ce que je fais gagner des points, etc. Il faudra voir dans les prochaines parties s'il reste dans les nouveautés que j'ai préférées cette année, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un Eurogame solide, qui reste tout à fait recommandable, même si de mon côté, ça manquait un petit peu de fraîcheur et que l'aspect nouveauté autour de cette gestion du joueur neutre m'a moins ébloui que ce à quoi je m'attendais. Stupor Mundi, pour l'instant, vient démarrer la pile. Ensuite, on va parler de Arx, évidemment un des incontournables de cet été, un jeu qui était très attendu, qui avait été teasé par Shut Up and Sit Down dans sa version originale comme le meilleur jeu de 2024. Il arrive enfin chez nous en version française. C'est le jeu de base et on sait déjà, si vous êtes un peu renseigné sur le jeu, qu'il y a toute une série d'extensions et même une campagne qui sont prévues. Et qui, si on en croit Simon Dupastan, qui a pu s'y essayer et que je salue, amène le jeu dans un nouvel univers, propose une expérience vraiment totale, vraiment complète. Moi, évidemment, j'ai pas joué à la campagne, je vais vous parler de Arx en tant que jeu de base. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que c'est mon jeu préféré de l'année? Arx, c'est un jeu de Cole Wehrle, l'auteur notamment de jeux incroyables tels que Pax Pamir, John Company, Molly House, mais le grand public le connaît surtout pour Root, et puis on a un illustrateur en commun ici, Kyle Ferrin, donc énormément de gens ont comparé Arx à Root. Ça fait sens sur le papier, mais dans les faits, les jeux sont très différents. Arx, dans sa version de base, dans sa version d'initiation, ne propose pas d'asymétrie, ne propose pas vraiment de différentes factions. Ce qu'il a de commun avec Root, c'est le fait que c'est un jeu où on se castagne, où la bagarre est au centre. Et ici, soyez prévenus, on va utiliser des dés. Beaucoup de dés, les combats vont se résoudre aux dés avant toute chose. Et c'est peut-être un des grands points forts de Arx que j'ai envie de souligner d'emblée, c'est son système de combat. C'est-à-dire que quand vous allez combattre, vous allez voir à combien de dés vous avez droit en fonction de la présence de vos troupes, etc. Mais vous allez choisir chacun de ces dés. Et ça va un peu être votre responsabilité de choisir entre des dés
qui vont avoir un haut potentiel de dégâts, mais aussi de grands risques d'avoir un retour de flamme et de vous prendre en tant qu'attaquant des dommages collatéraux en fonction des troupes en présence de l'adversaire que vous attaquez. Vous allez pouvoir choisir de prendre des dés de raid qui, si vous survivez à l'attaque, vont vous permettre de piller votre adversaire, de lui voler des ressources, ou vous pouvez prendre des dés qui ont un risque beaucoup plus mesuré et où, d'accord, vous allez frapper moins fort, mais vous risquez aussi beaucoup moins que ça parte en cacahuète et que votre attaque ne vire au naufrage. Ce système-là, je l'ai trouvé vraiment très très intéressant. Vraiment, il offre des décisions pertinentes et puis surtout, il crée des moments forts. En fait, le game design de Arx est pensé pour créer des moments forts, des moments où vous êtes mené au score et vous vous dites « Ok, je vais prendre des risques, je vais prendre des dés beaucoup plus chauds, qui sont beaucoup moins garantis de m'apporter un résultat digne de ce nom, mais au final, il peut y avoir des coups d'éclat qui surviennent et ça crée des batailles assez épiques et c'est ce qu'on peut dire de Arx, c'est que c'est un jeu qui va créer des souvenirs autour de moments de coups de théâtre, un petit peu comme Seven Empires l'année dernière, qui n'utilisait pas de dés, mais qui, avec son système d'influence sur les différents pays, crée aussi des retournements de situation assez mémorables. Évidemment, ces moments forts de Arx, ils vont avec une forme d'acceptation de l'aléa. C'est-à-dire que oui, vous avez le choix des dés que vous allez sélectionner et d'à quel point vous allez prendre des risques ou non, mais vous pouvez faire un choix tout à fait raisonné qui se solde par une attaque nulle parce que vous avez manqué de chance, ça peut arriver et vous pouvez parfois avoir le sentiment d'un petit peu subir, d'être mené au score sans parvenir à renverser la vapeur. Ça peut arriver et il faut le savoir et il faut l'accepter et ça fait partie du contrat du jeu. Si ce potentiel aléa-là ne vous a pas encore fait fuir, il va aussi falloir que vous acceptiez de vous adapter à votre main de cartes. Car dans Arx, ce qui va guider les actions, c'est une main de cartes de différentes valeurs et couleurs. Les couleurs étant liées aux différentes actions du jeu et à ce qu'on va pouvoir faire. Une couleur qui est plus orientée autour de l'offensive et donc de l'attaque, des déplacements, etc. Des couleurs davantage orientées autour de la production de ressources. Bien, il faut savoir que cette main de cartes, vous allez la tirer au sort en piochant des cartes dans la pile au début de chaque manche et vous allez devoir vous adapter à votre tirage. Si votre stratégie avait prévu de faire énormément de bagarres ce tour-ci et que vous n'avez pioché aucune carte qui va dans ce sens-là, dans un sens offensif, vous allez tout de même pouvoir réaliser des actions offensives, le système de jeu le permet, mais elles vont être moins performantes parce que vous aurez moins de points d'action à dépenser. Le système de cartes, beaucoup l'ont comparé à un jeu de plis. En vrai, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de notion de suivre la couleur, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain avantage au premier joueur, à la personne qui a la main, parce qu'elle va ouvrir dans une couleur de carte et vous allez devoir soit rester dans cette couleur et surpasser la force de sa carte pour pouvoir jouer le plein potentiel de votre action et parfois jouer 2-3 points d'action d'un coup, soit vous abandonnez ou vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas surpasser votre adversaire et donc vous allez jouer une carte face cachée. Vous pourrez faire l'action que vous voulez mais à seulement un point d'action. Quand le premier joueur joue des cartes fortes et a tendance à garder la main et qu'on se sent un peu prostré, pieds et mains liés, eh bien on peut sacrifier une carte supplémentaire pour saisir l'initiative et lui prendre la place de premier joueur, même si on n'est pas parvenu à surpasser sa carte. Ça peut paraître un peu cher, mais il faut parfois accepter de le faire pour éviter qu'un joueur ne se gaffe trop et puisse faire toutes les actions à fond. Au-delà du contrôle de territoire et de la production de ressources, les actions vont aussi nous permettre d'acquérir toute une série de cartes spéciales qui sont placées sur le côté dans une rivière et qui vont nous permettre de contourner les règles, d'avoir des pouvoirs différents. Et c'est bien ces cartes-là qui vont créer de la rejouabilité, de la tension et des enjeux, parce qu'en fonction de leur tirage, en fonction de à quel point on arrive par opportunisme à se procurer tel ou tel pouvoir, certains paraissent d'ailleurs très très forts, quand on n'a pas l'habitude de tourner autour, quand on ne sait pas comment les contrer, et ces cartes vont vraiment amener du relief dans les parties et vont les rendre assez captivantes. Un dernier aspect assez déroutant de Arx, c'est qu'au départ, il n'y a pas de but. On vous dit vous devez marquer des points de victoire, mais ce sont les joueurs qui vont devoir eux-mêmes déclarer des ambitions.
et donc débloquer des scorings pour la fin de la manche qui surviendra quand tout le monde aura joué toutes ses cartes et où on va se comparer les uns les autres et si on est premier on aura tel nombre de points, si on est deuxième on aura tel nombre de points. Donc au début il n'y en a pas de ces scorings et c'est les joueurs qui vont devoir s'engager, se mouiller et se créer des opportunités de marquer des points certes, mais une fois qu'une ambition est déclarée, eh bien évidemment les autres vont faire la course aussi à cette ambition et vont essayer de vous passer devant. Et moi j'aime beaucoup ça, quand ce sont les joueurs et les joueuses qui vont créer la physionomie de la partie, qui vont décider de qu'est-ce qui va rapporter des points de victoire. Il y a des parties où en fonction des choix, les ressources vont avoir très peu d'importance. Il y a des parties qui vont être vécues comme très militaires, où on va vraiment endosser le rôle de belligérant et d'autres où on va être beaucoup plus dans le développement, beaucoup moins dans l'affrontement direct. Il y aura toujours de la bagarre à un moment donné, mais en fonction des ambitions qui sont déclarées, les enjeux vont être distincts. Et ça, je trouve que c'est un vrai plus, encore une fois, qui crée une implication dans la partie dans Arx. Néanmoins, c'est vraiment pas un jeu qui est fait pour tout le monde. Même si on a du contrôle, on a du choix sur tous ces aspects que je vous ai décrits, voilà, il faut accepter de subir les aléas du dé. Il faut accepter de subir les aléas de sa main de cartes. Et moi, j'ai fait des parties, surtout au début, parce qu'il faut rentrer dans les règles, etc., où je suis complètement passé à côté, où j'ai pas réussi à revenir au score, où je me sentais un petit peu pris entre les feux de mes adversaires et je parvenais pas à me faufiler comme ça pour reprendre la main. Donc ça, c'est les limites que je pourrais pointer concernant Arx, c'est que c'est pas un jeu qui est facile d'accès. C'est un jeu qui a pas mal de micro-règles, etc., qui, comme l'expliquait Simon du Passe-Temps, prennent sens une fois qu'on les intègre dans une campagne pour être joué sur le long terme, etc. Moi, je sais déjà que la campagne, ça ne sera pas mon truc. Des parties épiques, très longues, etc., je sais tout à fait qu'il y a un public pour tout ça, mais moi, je préfère enchaîner des jeux un petit peu plus courts. J'ai beaucoup de mal à me plonger dans un legacy. Je préfère varier les différents jeux, etc., et pour ces raisons-là, je sais que Arx ne sera pas mon jeu de l'année, que ce n'est pas un jeu qui va détrôner tous les autres sur mes étagères. Néanmoins, c'est un jeu qui a énormément de caractère, que je trouve vraiment marquant dans le paysage ludique. Et donc, si vous n'êtes pas complètement rebuté par les quelques aspérités que j'ai pu pointer, qui ne sont pas tant des défauts que des marques fortes de caractère, qui laissent en souvenir, mais qui en même temps peuvent laisser des personnes sur le carreau, je vous conseille quand même de vous intéresser à Arx. C'est vraiment une sortie majeure de cet été et de cette année ludique de manière générale. Donc Arx, c'est un jeu qui va au-dessus de Stupor Mundi. J'ai trouvé qu'il avait plus de caractère, plus d'identité. Stupor Mundi, en comparaison avec Arx, me paraît un peu plus lisse, un petit peu plus classique. On passe maintenant à Defenders of the Wild, un autre jeu édité chez Matagot. Rien à voir néanmoins, ici on est sur un jeu coopératif, une sorte de pandémie-like en quelque sorte, où on va chacun représenter une faction et on va se battre pour défendre la forêt, c'est dans le titre, contre les machines qui nous envahissent, qui pullulent, qui transforment nos beaux hexagones d'arbres en béton, qui viennent polluer également. Defenders of the Wild, c'est un jeu essentiellement de gestion de main. Vous avez toute une main de cartes qui vont avoir plus ou moins de valeur en termes de points d'action. Et plus la carte est faible, plus elle va vous donner un pouvoir spécial assez fort. Vous avez un mix entre des cartes de votre couleur et puis d'autres factions et vous allez essayer de créer une harmonie entre vos effets, vos actions et ceux des autres joueurs autour de la table, comme dans tout bon jeu coopératif. Le seul moment où on est à communication limitée dans le jeu, c'est au début de la manche, où on doit jouer une carte face cachée. Après, on retourne cette carte et dès que les cartes sont révélées, on peut commencer à discuter, à échanger, à réfléchir l'ordre dans lequel on va effectuer nos actions. Notre but, c'est de créer des campements et pour ce faire, on va devoir faire monter une jauge. Donc, il y a toute une série d'actions qui nous augmentent notre piste de ressources, qui fait comme ça le tour de notre petit plateau personnel. Et quand elle a atteint son maximum, on a le droit de créer un nouveau campement qui nous permet également de repiocher des cartes. Et donc, c'est tout un cycle qu'on doit opérer, un cercle vertueux, quand tout se met bien, pour à chaque fois faire remonter cette jauge, placer un campement, repiocher des cartes, et ainsi de suite. Et on fait ça en essayant
que les machines n'encerclent pas des hexagones, ce qui leur ferait créer de nouvelles bases qu'il va falloir ensuite renaturaliser si jamais ça arrive. Donc c'est vraiment du damage control, hein. On essaye de limiter les dégâts tout en réalisant les actions les plus optimisées possibles pour faire augmenter cette fameuse jauge. Et cette jauge, elle va vraiment être au cœur de la mécanique. Le jeu nous pousse du coup à prendre des risques parce que si on veut la faire grimper, on va notamment devoir éliminer des ennemis, ce qui va nous obliger à venir au contact, à se rapprocher d'eux, et à chaque fois qu'on est sur la même tuile qu'un ennemi ou encore qu'on est à côté d'un sniper, les machines qui sont situées sur des hexagones à leur couleur qui peuvent tirer à distance, on va lancer des dés de dégâts et elles vont potentiellement nous donner des blessures. J'ai trouvé ça intéressant, le fait que le jeu nous force à prendre des risques et ne nous permette pas de rester dans notre coin pour prospérer. Maintenant, je vais être honnête, c'est un jeu qui m'a semblé assez laborieux. Déjà, les règles sont assez mal fichues. Il faut vraiment s'y reprendre à plusieurs fois pour comprendre la séquence de jeu, pour comprendre certaines spécificités, etc. Il y a des aspects de l'iconographie qu'on a compris que à la fin de la partie, notamment autour de la manière dont les machines tournent, etc. Elles doivent suivre une certaine direction et c'était très mal indiqué la façon dont elles se déplacent, alors qu'en fait il y a les informations sur les éléments de jeu qui servent à nous guider, mais c'était pas clairement explicité dans les règles. On a galéré aussi à constituer nos paquets de départ. En fait, il y a une iconographie qui nous aide à rassembler les bonnes cartes, mais là encore, c'était pas assez bien expliqué. J'ai trouvé le jeu peu rejouable. Je trouvais qu'on faisait un petit peu la même chose, et en fait, ce qui crée pour moi ce ressenti, c'est cet impératif de monter sa jauge et puis de redémarrer, etc. Et ça crée une boucle de gameplay qui pour moi est vraiment répétitive. Et à la fin, on se retrouve à faire des actions qui servent uniquement à monter notre jauge sans se soucier vraiment de l'impact qu'elles ont sur le jeu. Et ça, je trouve que ça nous fait un peu sortir de la partie. On est moins impliqué, ce qui est d'autant plus dommage que le thème est assez bien représenté. On ressent vraiment la menace de ces machines et le fait qu'elles viennent gangréner comme ça notre espace naturel. Mais cette impression de recommencement m'a un peu lassé. La difficulté est bonne. Je trouve que le jeu nous résiste plutôt bien et il y a un aspect de tempo intéressant que on doit réfléchir à quand on va sortir de la partie. Parce que quand on a complètement terminé de créer ces campements, on peut sortir, on peut dire voilà, moi c'est fini, et laisser les autres se débrouiller. Mais évidemment, il faut qu'ils parviennent eux aussi à leur fin. Et donc, peut-être qu'il vaut mieux qu'on retarde un petit peu notre fin de partie à nous pour pouvoir continuer à aider les autres. Ça, j'ai trouvé ça assez original et intéressant. Pour le reste, c'est pas un jeu qui m'a passionné. Après, je suis pas un grand fan des coopératifs à la base, mais j'ai quand même voulu essayer celui-là parce que j'avais de bons retours. Mais les parties que j'ai faites faisaient environ 1h30, parfois tournaient vers les 2 heures. Et je trouve ça trop long pour ce que c'est, je trouve ça trop lassant. Au bout d'un moment, le jeu ne fait pas assez monter la pression pour que je reste captivé. Et évidemment, il peut y avoir des situations de jeu vraiment intéressantes, mais comme dans ces jeux à la Iron Sand, où il y avait le même problème dans Unmatched coopératif, ça dépend en fait de comment les cartes qui activent les adversaires, sous forme d'intelligence artificielle, vont sortir. Des fois, elles vont bien sortir pour nous, mais du coup, ça va créer des situations de jeu assez plates, où les ennemis ne font rien finalement, ou en tout cas rien qui nous impacte. Et à l'inverse, dans certaines circonstances, ça va créer un enchaînement qui va nous être vraiment négatif, mais on a le sentiment qu'on n'aurait pas pu s'y préparer. Donc voilà, même si ça peut créer des pics de difficulté à certains moments qui sont, pour moi, c'était trop en dents de scie comme rythme. Il y avait d'autres moments où ça tombait un petit peu à plat, et du coup, sur le long terme, je ne suis pas resté assez impliqué dans la partie. Du coup, Defenders of the Wild, il va aller en bas de la pile. Clairement, ça m'a moins convaincu qu'un Stupor Mundi. Je trouve le jeu beaucoup moins rejouable. Les situations se répètent et le fait que ça soit tellement fastidieux va faire que je vais avoir très peu envie de le sortir. Je vais maintenant vous parler de Casque Chèque Chat, un jeu d'ambiance de chez Yellow où, comme son nom l'indique, on va essayer de se faire deviner des expressions, des éléments de langage avec uniquement de la phonétique, ce qui change énormément, ce qui est très rafraîchissant par rapport à un Codenames ou les autres jeux de type on se fait deviner des mots,
parce que habituellement justement la phonétique est interdite, c'est uniquement le sens des indices qui prévaut. Mais ici on prend la logique inverse. Casque Shake Chat, c'est un jeu d'affrontement par équipe, il faut y jouer à 4 minimum en 2 contre 2. On peut y jouer à plus nombreux, jusque 12, ça va juste augmenter la taille des équipes et on va jouer en alternance comme ça. À chaque manche, les joueurs et joueuses sont divisés en deux, les personnes qui tentent de faire deviner et les autres qui cherchent à comprendre. La première originalité, c'est que tout le monde cherche à faire deviner la même chose. Et donc il y a un aspect rapidité assez frénétique, parce que autant les bleus que les jaunes travaillent sur le même énoncé. Vous avez juste une thématique pour vous aider, et puis vous avez des syllabes. Et dès que tout ça est mis en place, c'est parti en temps réel. L'équipe bleue comme l'équipe jaune va pouvoir mettre des ardoises au bon endroit sur les syllabes pour essayer de faire deviner les mots en utilisant uniquement la phonétique. Par exemple, si je vous dis lettre, oie, mousse, cutter, on cherche à faire deviner les 3 mousquetaires. Et ça va pouvoir être opéré à la fois avec des indices des bleus, à la fois avec des indices des jaunes. C'est pas du tout coopératif pour autant. La première équipe qui donne la bonne réponse marque le point au nez et à la barbe de ses adversaires. Elle octroie à son équipe le droit de remettre une de ces tuiles dans sa boîte. Quand on s'est débarrassé de toutes ces tuiles sauf une, on a gagné la partie. Ce qui est génial, c'est que Casque Shake Chat laisse libre cours à notre créativité pour trouver des indices. Et on va pouvoir se retrouver avec des trucs assez barrés, qui peuvent tantôt être glauques. Moi, j'ai fait deviner sincère salutation avec cancer palpitation, et qui peuvent être aussi très rigolos. Je pense à Il était un jeu, par exemple, qui a fait deviner Kouign-Amann, la fameuse spécialité culinaire bretonne. Ce que j'adore dans Casque Shake Chat, c'est son rythme, le fait que ça soit en temps réel et qu'en plus on ait une ardoise secrète qu'on peut donner à ses coéquipiers pour les gratifier d'un indice que les autres n'auront pas, mais sans leur indiquer où il se place parmi l'ensemble des syllabes. Ça crée des dynamiques vraiment très drôles. On peut paver comme ça des indices d'une partie du mot et donner l'autre partie à ses coéquipiers de manière secrète. Et à la fois, quand on a la réponse, ça paraît évident, et en même temps, les autres bloquent et se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ils se retrouvent à répéter oralement à voix haute. Et ça crée vraiment un côté fun, un côté assez musclé. Et comme toujours dans les jeux en une équipe contre une autre équipe, quand on est mené au score, on a envie de revenir. Siroter sans cette banc. Siroter sans cette banc. Siroter sans cette banc. Poireauter sans s'étendre. Oh putain! Oui! That's my girl! Mais c'est impossible! C'est la bonne durée de partie, t'as toujours envie d'en refaire une derrière. Et je trouve ça vraiment malin que le jeu propose des thématiques et des expressions qui lui sont associées, mais absolument pas des indices qu'on devrait sélectionner soi-même. J'adore que ça soit comme ça, laissé à la libre créativité des joueurs et joueuses, en fonction de la personnalité des gens avec qui on joue. Ça va créer des situations, des dynamiques vraiment différentes. Et c'est un jeu extrêmement ludique en fait. On joue avec le langage et c'est accessible à tout le monde parce qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans la culture générale, il n'y a pas besoin de faire des associations d'idées un petit peu intello, on joue juste avec la prononciation. Et ça crée une immédiateté qui est vraiment appréciable, qui est vraiment rafraîchissante et qui crée un jeu qui est à la fois drôle, qui est à la fois prenant et qui en même temps est intelligent dans la façon dont il nous fait tordre les mots pour arriver à nos fins. Et comme un Arx, là aussi, il va créer des moments mémorables parce qu'on va se souvenir pendant longtemps de telle association complètement délirante qui est sortie de nos cerveaux malades. Et le fait qu'on soit à plusieurs pour créer les associations favorise aussi le fait qu'on ait des imbrications comme ça complètement farfelues et extrêmement amusantes et divertissantes. Pour ça, moi, c'est un jeu que je préfère encore à Arx, même si ça n'a évidemment rien à voir en termes de format, d'expérience de jeu, etc. Mais tout simplement, moi, c'est un jeu que j'ai énormément sorti cet été, que je vais garder dans ma ludothèque, que je vais adorer faire découvrir et qui, par la simplicité de son concept, son côté intrinsèquement ludique et la variété de ces situations va faire que je vais toujours avoir envie d'y jouer en fait, que dès que je vais être avec 3 autres potes, je vais proposer un Casque Shake Chat, c'est sûr, et c'est un jeu qu'on peut prendre plaisir même juste à regarder, ça reste très divertissant comme ça. Donc pour moi c'est vraiment ce qu'un bon jeu doit être, c'est immédiat, ça crée des souvenirs, des moments forts, autant de rire que d'étonnement, donc
Bravo à Justine Van Nuffel et Louis Blaise et bravo à Yellow de l'éditer. Et enfin, on termine avec Perché de chez Matago également, un jeu qui est une localisation de Inside Up Games, notamment eux qui ont fait Earth, un jeu qui est passé par Kickstarter et qui a un matériel assez flamboyant et qu'on va agencer dans un jeu de majorité. C'est un jeu qui m'a fait penser à El Grande pour sa simplicité, c'est-à-dire qu'on a des tuiles avec des décomptes, premier, deuxième, troisième, et à chaque fin de manche, on va vérifier chacun de ces lieux. Le premier, celui qui a le plus d'oiseaux, va faire les points de la première place, le deuxième les points de la deuxième place, etc. Et déjà, l'agencement de ces tuiles va créer potentiellement des renouvellements dans les enjeux, c'est-à-dire qu'il y a des lieux où, de manière classique, être premier, c'est très bien, mais il y en a d'autres où la deuxième place rapporte plus de points que la première. Il y en a certains où c'est pas du tout intéressant d'être deuxième, par exemple. On préfère être troisième. Ensuite, on ajoute à ça le fait que les égalités s'annulent, comme dans un Las Vegas. Là, on a les ingrédients pour avoir des situations de jeu où on va venir embêter les autres, on va venir les entraver. Et enfin, tout le génie du jeu, c'est qu'il nous donne les armes pour créer des situations de blocage envers les autres joueurs. Parce que à chaque tour, on va avoir 2 pions à soi à placer, mais on va aussi avoir 2 pions qu'on pioche au hasard dans un sac dans lequel tous les joueurs ont placé des oiseaux à leur couleur. Et donc, dans la plupart des cas, on va se retrouver avec 2 oiseaux à soi, certes, mais aussi 1 à 2 oiseaux des adversaires. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est les placer pour embêter le plus les autres possible et nous favoriser un maximum. Et donc, c'est un jeu où l'interaction est hyper frontal et où le jeu te force, c'est dans son game design, à embêter les autres et à les mettre dans des situations pourries, à venir pourrir des premières places, à venir créer des égalités et si possible en profiter toi-même au passage. Et donc je vous entends, vous êtes plein là derrière votre écran à frémir quand je vous dis ça, à être allergique à ce type de frontalité, de méchanceté qui peut parfois être gratuite en fait, qui est vraiment là juste pour foutre le sbeul. Mais moi, j'adore ça. J'adore retrouver des sensations à la El Grande, qui est un jeu de majorité extrêmement pur de 1992. Et là, on a des sensations qui sont similaires. Le jeu a quelques petits ingrédients en plus qui sont assez malins pour créer de la tension, notamment des nids qui ajoutent 1 à notre pile quand on s'y place, donc ça donne de la course à certains emplacements. À la 4e manche, il nous donne un abri qui nous permet de rendre une pile de pions complètement imprenable, immunisée à tous les effets négatifs, mais elle nous empêche aussi de venir agrandir cette pile, et donc il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Et coup de théâtre, à la 5e manche, on nous donne un éclair, un zap pour venir attaquer un oiseau de notre choix et l'éjecter sur la zone de fontaine, une petite zone annexe où l'oiseau va quand même nous scorer des points, mais il ne va pas participer au décompte à chaque fin de manche. Donc tout ça, j'aime énormément dans Perché. J'aime la simplicité du tour de jeu. Je pose un oiseau à toi. J'aime le fait que le jeu nous force à être dans une frontalité, créer des moments d'interaction forte entre les joueurs, créer de la diplomatie, créer des échanges, etc. J'aime un peu moins toute la surcouche autour des créatures. Pour certaines tuiles, l'enjeu d'être premier va être de prendre le contrôle d'une créature et après, dans ces tours ultérieurs, on va pouvoir les utiliser pour, encore une fois, venir éjecter les oiseaux. Il y a un chat, il y a une chouette, etc. Il y a des abeilles, il y a toute une faune comme ça qui va servir à réagencer le plateau, à venir éjecter les autres, à se favoriser. Ces créatures, j'aime leur principe, mais j'apprécie moins tout le côté un peu fouillis qu'il peut y avoir dans le tempo des effets. J'aime moins quand ça va complexifier le tour de jeu, le rendre moins fluide. J'aime moins le fait qu'on n'intègre pas de manière immédiate leurs effets. Il faut lire les différentes aides de jeu qui sont disséminées un peu partout et on a très vite fait d'oublier ce que fait quel animal, parce que c'est des effets qui sont un peu plus compliqués que juste vire un oiseau de l'adversaire. Chaque animal a sa propre façon de se déplacer, a sa propre façon d'éjecter les autres, d'interagir avec les autres, etc. Et donc ça vient entacher un petit peu la fluidité initiale de l'expérience de jeu. Néanmoins, Perché, j'en ai fait 3 parties. C'est un jeu clairement où je trouve qu'il faut jouer à 4. À 2, il faut jouer avec un automa, une espèce d'intelligence artificielle, c'est à déconseiller. À 3, ça manque un peu de tension parce qu'il y a 3 places sur les tuiles et donc on peut techniquement tout scorer. Et à 5, ça devient assez long, assez fastidieux. Bon, on reste sur des parties plutôt rapides, d'une heure et demie, mais l'attente d'un tour à l'autre, quand il y a des effets d'animaux qui sont impliqués, etc.,
va devenir potentiellement un peu longuette. Moi j'ai vraiment apprécié à 4, c'est là que j'ai pris le plus de plaisir et j'aurais presque envie de créer des situations customisées où on utilise pas trop d'animaux différents, on utilise les plus simples, on les explique bien en début de jeu pour qu'ils soient intégrés et on essaye de se concentrer sur la frontalité de l'interaction entre les joueurs. Donc voilà, c'est un jeu qui peut être un poil laborieux dans son expérience, mais qui a quand même une base que je trouve très solide, très fun. Et pour ça, moi, c'est plus mon type de jeu qu'un Stupor Mundi, parce que je trouve l'interaction plus ouverte finalement. J'aime le fait que le jeu nous force à la bagarre. J'aime le fait que le tour de jeu soit très fluide. Et donc cette interaction très forte et cette immédiateté, c'est vraiment plus mon style. C'est un jeu que je peux sortir en famille sans trop de soucis, ce qui n'est pas du tout le cas d'un Stupor Mundi. Donc je vais avoir tendance à un petit peu le préférer. Néanmoins, bien sûr que ça ne crée pas des parties aussi mémorables qu'un Arx. Et même si Arx sera plus compliqué à sortir, je le préfère quand même pour les souvenirs extrêmement forts qu'il va m'apporter et la variété des situations de jeu. Et voilà la pile du jour, casque Sheksha tout en haut, Arx, Perché, Stupor Mundi et Defender of the Wild. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas ko-fi.com/rue du jeu si vous voulez participer à la tombola pour remporter peut-être un de ces jeux, Arx, Perché, Stupor Mundi. Ils peuvent peut-être vous appartenir bientôt. Vous pouvez les gagner si vous êtes sélectionné. Le tirage au sort aura lieu le 30 septembre. D'ici là, jouez bien par chez vous. C'était Boris pour Rue du jeu. Ciao, ciao!